Moi, j'ai commencé avec simplement une conversation. On a une conversation, ça avait dit passé. C'était Antoine et Anna. On a commencé à parler de la possibilité de faire un petit débat ici en français sur le procès d'impeachment au Brésil. Et le point de départ qu'on a choisi, c'est la couverture du monde. Donc, moi, j'ai choisi un point de départ francophone, le point de vue du journal Le Monde. Et à partir de cela, moi, j'ai décidé de vous présenter des points de vue différents sur cet événement. C'est un événement qui, à mon avis, touche beaucoup les Brésiliens. Et voilà, on va commencer par la couverture du monde et on va essayer de comprendre à partir des perspectives différentes ce problème. Moi, je ne vais pas vous présenter l'essence commun, parce que l'essence commun, on l'a déjà, d'accord? On connaît déjà, parce qu'on regarde à la télé, d'accord, etc. On a des conversations avec les amis, etc. Moi, je vais essayer de présenter des points de vue différents pour regarder cet événement. Bon, et on va commencer par quoi? On va commencer par la couverture du monde. Comment est-ce que le monde il a traité cet événement? Donc, c'est un point de vue à l'étranger pour parler des situations qu'on vit maintenant au Brésil. D'accord? Il faut dire une chose. Ce n'est pas obligatoire d'accepter les points de vue du monde. Ce n'est pas obligatoire d'accepter un point de vue quelconque. Tu vois? Vous êtes tout à fait libre. Moi, je vais présenter cette réalité comme si c'est une réalité qu'on peut regarder à partir des points de vue différents. Il n'y a pas un seul point de vue pour lire cette réalité. Bon, on y va. On va commencer par le monde. Comme le monde couvre beaucoup cet événement, moi je ne vais pas vous présenter tous les articles, toutes les matières, tout ce que le monde il a à dire à propos de cela. Non. Moi j'ai choisi quelques titres, d'accord? Et moi j'ai choisi un éditorial. Et c'est un éditorial qui a été critiqué aussi par les lecteurs du monde. Parce qu'on a trouvé ces éditoriaux un peu partial. Donc, il y a le point de vue du monde, il y a aussi le point de vue des lecteurs qui ont critiqué la position du monde. Attention parce que le titre, le monde, a été partial. Donc, le monde fait ce qu'on appelle l'autocritique. Il essaie de mettre en question sa position par rapport à l'événement. D'accord? Bon. Ici, et pourquoi il a posé cette question? Il a posé cette question parce qu'il a, les titres sont toujours comme un point d'interrogation, ce sont des questions. Le monde essaie de présenter une couverture, on peut dire, pas partielle, d'accord? Une couverture apparemment neutre. Mais vous savez, un journalisme, c'est tout à fait presque impossible d'être 100% neutre. Mais il y a une différence entre n'être pas, être partial, ça veut dire avoir une position, et faire un bon journalisme. On peut faire un bon journalisme, d'accord, en étant en même temps partial, parce que par exemple aux États-Unis, New York Times assume toujours une position par rapport au candidat aux élections. Mais cela ne veut pas dire que le journal va renoncer à sa capacité à produire un bon journalisme. Il y a une nuance ici entre avoir une position et faire un bon journalisme. Bon, et pourquoi est-ce que le monde il a posé la question? C'est à cause de cet éditorial. Et dans cet éditorial, il va assumer une position. D'accord? Donc, il va définir, parce que vous savez qu'au Brésil maintenant, il y a tout ce débat, si c'est un coup d'État ou ce n'est pas un coup d'État. Pour la défense, c'est un coup d'État, parce qu'il n'y a pas de raison juridique pour la destitution. Voilà, c'est le noyau dur de la défense de Dilma. Et pour
les gens qui vont soutenir la destitution vont dire non, ce n'est pas un coup d'État. Donc, cette distinction, coup d'État n'est pas un coup d'État, c'est une distinction très importante, essentielle, d'accord, pour la lecture de cet événement. Et Le Monde, vous savez que Le Monde, et Bert peut nous aider, Le Monde, il est un journal qui se présente comme un journal de centre-gauche. Et voilà. Et vous savez que c'est un journal aussi qui essaie de se présenter comme sérieux. Qu'est-ce que c'est un journal sérieux? D'accord, d'après Le Monde journaliste, c'est un journal qui ne fait pas un journalisme sensationnel. C'est un journal qui ne présente pas beaucoup de photos, ne fait pas la couverture de la vie sociale, essaie de toujours couvrir des sujets durs, l'économie, la politique, etc. Donc, c'est un journal qui a un certain poids en matière d'influence. Tu vois, un certain poids. Et en matière de langue française, c'est un journal bien écrit. Donc, si vous essayez de lire un journal qu'on dit qui est bien écrit, qui a cette préoccupation de présenter un français haut niveau, donc cherchez la couverture du Monde. Qui dit la vérité? Pardon? Qui dit la vérité? Bon, ici c'est déjà un problème, parce que moi je ne parle pas de ce concept, tu vois? Parce que comme moi je parle du concept qui n'a pas une seule vérité. Et vous devez choisir. Tu vois, ce n'est pas à moi de choisir. C'est ça exactement mon point de vue. Moi, je vais essayer de commencer par un point de vue pour présenter la complexité de cet événement. Ce n'est pas très simple de dire qui a la vérité. Tu vois, tu peux choisir qui dit peut-être une vérité plus complexe ou moins complexe. Je pense que la vérité est subjective. Non. Moi, je vais essayer, si vous voulez débattre le concept que moi j'utilise de vérité, moi, on peut débattre, d'accord? Mais moi, je parle d'un concept de vérité, pas dans le sens religieux. La vérité, pour moi, c'est simplement un code qu'on dit vrai ou faux, mais à la base du concept scientifique. Et ces vérités, elles sont temporaires. Donc, ce n'est pas une vérité dans le sens dur, religieux. Ce sont des hypothèses qu'on peut affirmer temporairement. Mais demain, non. Tu vois? Donc, c'est un concept qu'on peut dire pas très fort de vérité, si vous voulez. Mais de toute façon, ce qui m'importe dans la présentation, ce n'est pas exactement qui a la vérité. D'accord? C'est la capacité à faire un portrait complexe de cette situation, des possibilités de lecture de cette situation. D'accord? Et je ne vais pas parler des conséquences. Parce que les conséquences ne sont pas contrôlées de ces événements. Évidemment, tu peux avoir la vérité et tu peux ne pas être capable de contrôler, tu n'es jamais capable de contrôler les conséquences des événements. Mais cela, c'est déjà un autre débat. Je ne vais pas discuter les conséquences, ok? Possibles de tous les événements. Parce que les conséquences sont hors contrôle des acteurs. Qu'on soit politique ou social. Parce que moi, je vois la société comme un avion sans pilote. Vous comprenez ça? Pour moi, la société, c'est un bateau énorme sans aucun pilote. Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas se présenter comme des pilotes. Ils se présentent sémantiquement. Mais on fait une confusion entre la structure de cette société très complexe sans pilote et la sémantique du pilote. Tu vois? La sémantique, pour moi, c'est une chose. Et la structure de la société, c'est une autre chose. Véritablement, il n'y a aucun pilote. Il est là. Et sans aucune possibilité de savoir exactement ce qui va se passer au futur. Exactement c'est comme moi je regarde les choses. Aucune possibilité de savoir avec une certitude. Comprenez? On peut établir des scénarios, mais c'est une autre chose. Ce sont des scénarios possibles. On peut toujours établir, mais sans aucun contrôle de ces scénarios. Absolument. Bon, voilà le point de vue de départ. C'est le monde, comment est-ce que le monde regarde les choses. Il essaie d'écouter les politologues qui vont dire qu'il est président maintenant, il est ce qu'on appelle, il met à l'épreuve dans la démocratie. Voilà. Mais le monde, quand même, il va assumer une position. Il a dit, ceci n'est pas, cela ne signifie pas qu'il est pour
la condamnation. Tu vois? On peut dire que ce n'est pas un coup, mais cela ne signifie pas qu'on est en faveur. D'accord? Qu'on est pour la destitution. C'est une autre chose. Donc, il y a beaucoup de possibilités de comprendre la situation. Il n'y a pas une seule possibilité. Évidemment, que les gens qui sont engagés, ils vont penser qu'il n'y a que deux possibilités. Les gens qui sont engagés. Mais les gens qui sont des observateurs, comme moi j'essaie de faire, une observation, ils vont toujours présenter un horizon de possibilités large, d'accord? Qui les engager directement dans les événements. Bon, on sort d'ici, d'accord? On sort d'ici et on revient à cela, d'accord? Et on revient à cela. Cela, c'est exactement une figure que moi j'essaie d'utiliser pour montrer la complexité de ce qui se passe. D'abord, moi je travaille avec l'idée des systèmes sociaux. D'accord? Les individus sont hors du social. Les individus sont des systèmes psychiques qui sont hors du social. Ça veut dire quoi? Si les gens meurent, d'accord? Les systèmes sociaux ne changent pas. La mort d'un individu ne signifie pas la fin de la société. Et cela ne signifie pas que les systèmes vont changer. Absolument. Pour cela, la mort individuelle n'a pas ce poids de changer les choses. Parce que les systèmes ont une logique propre qui ne dépend pas des individus. Des individus. Voilà, c'est la première idée. Donc, moi, je parle des systèmes, moi, je ne parle pas des individus. Donc, Eduardo Cunha, etc., vão aparecer assim como des acteurs mineurs, qui sont dando, qui peut-être qu'ils savent comment utiliser les forces qui sont plus fortes que eux. D'accord? Moi, je veux parler des forces qui sont plus fortes que les individus. Donc, c'est pour cette raison que moi, je n'utilise pas un langage commun. Je n'utilise pas le langage de sens commun. Comment est-ce que les gens vont raconter cette histoire? Ils vont raconter comme c'était une histoire de conte de fées, dans laquelle il y a un sorcier qui est Eduardo Cunha, il y a des victimes, etc. Moi, j'oublie tout cela. Et des schtroumpfs. Et voilà. Moi, j'oublie tout cela, parce que moi, c'est un conte de fées, d'accord? Et moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle des systèmes sociaux qui ne se confondent pas, qui ont des logiques propres, d'accord? Absolument, ne se confondent pas. Et ce type de logique ne dépend pas des individus. Bon, ici, moi, j'aime bien la politique, les systèmes politiques, avec trois sous-systèmes bien clairs pour moi. La politique proprement dite, les partis politiques, etc., corps de gouvernement, opposition, etc. Les gouvernements, c'est une autre chose, et l'opinion publique. D'accord? Et l'opinion publique est là. Parce que l'opinion publique elle est très importante dans le système politique actuel. D'accord? C'est un sous-système très fort. Parce que l'opinion publique, elle est une construction du système politique influencée par les médias. Ici sont les moyens de communication de masse qui réellement vont travailler l'opinion publique tout le temps. D'accord? Et l'opinion va offrir au système politique un miroir. Un miroir dans lequel le système se regarde comme s'il était regardé de l'extérieur. Comme s'il était regardé de l'extérieur. Donc l'opinion publique aussi n'est pas une réalité, comme on pense. Une réalité qu'on peut simplement toucher. D'accord? É simplement une forme de construction. Soit les médias, moi je ne peux pas dire manipulation, hein, parce que pour moi, manipulation est un concept naïf. Des gens qui sont naïfs. Parce qu'on ne peut pas manipuler. Combien d'individus on a au Brésil? Des millions. On peut manipuler des 100 millions de personnes qui ont ce pouvoir de manipuler des 100. Et qui sait ce qui se passe dans la tête? Personne ne sait. C'est pour cette raison qu'on a inventé l'opinion publique. L'opinion publique ne correspond pas à la somme des individus. É une construction des sondages d'opinion. Des sondages d'opinion. Oui, quelqu'un qui apparaît là-bas à la télé dit moi, je parle au nom du peuple. Et il est l'opinion publique. On perçoit qu'il y a beaucoup de formes d'opinion publique. Il n'y a pas seulement les sondages. Et le système politique, il valide tout cela.
Ici, c'est comme si c'était une perturbation, des irritations que l'esprit politique, tout le temps, il varie. Dans un certain moment, il peut y avoir une condensation de l'opinion publique. Et cela a un effet trop fort sur l'esprit politique. Toujours, il est capable de réagir à ça, quand il y a une opinion publique trop forte. Que les politiciens vont dire, moi, je vais voter pour la destitution, parce que mes enfants, véritablement, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que l'opinion publique, il va faire plaisir à l'opinion publique s'il parle au monde de sa famille. Tout le temps, c'est cela. Ils pensent que cela va faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture ici qui valorise beaucoup la famille comme une sémantique et du point de vue électoral intéressante. C'est exactement cela. D'accord? Mais on peut lire différemment. Mais véritablement, c'est cela. Il veut faire plaisir au public. L'opinion publique est toujours là. De quelle façon? De la façon dont les politiques vont construire l'opinion publique. Il a construit une opinion publique. Parce qu'il tient compte d'une certaine culture qui valorise cela, ce type de discours. Supposez que cette session, elle a lieu, par exemple, en France. Je ne sais pas si les politiciens vont justifier leurs décisions à partir des concepts. Pourquoi? Parce que la culture ne valorise pas ces points de vue. Tu vois? Toujours c'est cela. Donc, les politiciens français, ils vont construire l'opinion publique d'après les contextes français. Comme les politiciens brésiliens, ils vont construire l'opinion publique d'après les contextes brésiliens. Mais elle est là, toujours là, influençant toutes les décisions. D'accord? Bon, ici, c'est les moyens de communication de masse. Vous savez que tout ce qu'on sait du monde, on sait à partir des moyens de communication de masse. Les intellectuels et les non-intellectuels. La différence, c'est que les intellectuels sont capables de développer des concepts sophistiqués. Mais des concepts pour certaines choses, mais pour les autres choses, ils vont utiliser toujours les savoirs proposés par les moyens de masse. Qui va être capable de tout connaître à partir de la science? Personne. Donc, tout le monde va utiliser les moyens de communication de masse, de certaine façon ou non. D'accord? Pour avoir accès au monde. Parce que le monde, on n'a pas accès au monde directement. On a accès au monde à travers le langage, à travers les savoirs proposés par les moyens de masse, mais non directement. Vous voyez cela? Non directement. Bon, ici, moi, je vais mettre les droits. Il est là, il est important, mais il n'est pas le système politique. Il est là. Ici, moi, je vais mettre l'économie. Bon, on peut penser comment est-ce que l'économie va influencer cela à travers l'opinion publique. Toujours, elle va influencer à travers l'opinion publique. Comment est-ce que les droits vont influencer cela? Bon, le problème c'est ça. Le système politique, il va utiliser un code pour pouvoir. Ce code pouvoir, ça veut dire position, situation, qui a le pouvoir et qui n'a pas le pouvoir, qui est dirigeant et qui est dirigé. D'accord? Et le code juridique, il est un sous-code de ce système. Donc, le pouvoir, il opère à partir d'un code qui n'est pas juridique, c'est qui a le pouvoir et qui n'a pas le pouvoir, et un sous-code, qui est le système qui est fourni par le système juridique. Donc, le pouvoir moderne ne réussit pas à opérer sans les deux codes. Mais le premier code, c'est qui a le pouvoir et qui n'a pas le pouvoir, toujours. D'accord? Si le deuxième code, qui est le droit, il opère ou non, c'est un problème empirique. On va savoir si dans certains contextes, le code juridique est capable de limiter. Et si le pouvoir, la question c'est si le pouvoir il accepte cette autolimitation. Mais c'est un problème d'une observation empirique. Dans certains pays, cela peut marcher, dans d'autres pays, cela peut ne pas marcher. Si maintenant le code juridique est capable d'offrir une autolimitation au pouvoir, c'est parce qu'on a changé. On avait changé beaucoup. D'accord? Mais c'est toujours une observation empirique. Ce n'est pas une observation théorique. Théoriquement, le pouvoir il opère avec double code. Le premier code qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Qui décide, qui n'a pas le pouvoir de décider. Et le deuxième, c'est le code juridique. Si c'est légal ou si ce n'est pas légal.
D'accord? Dans certains contextes, le pouvoir il accepte les codes juridiques comme un sous-code pour limiter, d'accord, ces communications. Mais c'est un problème d'observation. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? On a un système de moyens de communication très développé, d'accord? Une économie qui, dans un certain moment, semble que ne marche pas bien. Hein? Chômage, problème de faillite, d'accord? Beaucoup de difficultés, inflation, et tout. Et les finances publiques observent bien qu'on a un problème énorme des finances publiques, parce que les recettes ne réussissent pas à dépasser les dépenses. Quand les dépenses dépassent les recettes, on a toujours un problème, d'accord? Et entre les systèmes politiques et les systèmes juridiques, vous savez, il y a un rapport intéressant. Et moi, je vais arriver à ces rapports. La question que moi je pose, c'est celle-là. Où est-ce qu'on va mettre la procédure d'impeachment? Dans quel système on va mettre la procédure d'impeachment? D'après ce schéma. Dans quel système on va mettre? Réellement, où est-ce que la procédure se passe? De droit politique. Ici. C'est un sous-système. Là. Et pourquoi? Parce que si on regarde la procédure de destitution d'après les droits, il va dire que c'est une procédure politico-juridique. Politico-juridique. Donc, ce n'est pas une procédure pénale. Ce n'est pas une procédure pénale. C'est une procédure politico-juridique. Ah bon, et qu'est-ce que les droits fait? Alors, il n'y a pas de coup d'État, alors. Le coup d'État va dans la... Moi, tu arrives à la conclusion avec une certaine vitesse. Donc, on va suivre les raisonnements. Le raisonnement est complexe, mais il est clair. Ouais. Il est complexe, mais il est clair. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si même les droits reconnaissent que ce n'est pas une procédure juridique, c'est une procédure politico-juridique, qu'est-ce que les droits font? Ah bon, comme le pouvoir, il dépend d'un sous-code, le juridique va donner la règle du jeu. Il va dire quelles sont les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Où est-ce qu'on peut arriver et qu'est-ce qu'on ne doit pas jamais faire. Quelles sont les limites des acteurs. Quelles sont les règles du jeu. Quelles sont les possibilités du jeu. Mais il ne va pas donner les résultats. Il ne va pas dire qu'est-ce qu'un crime de responsabilité. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une procédure pénale. Ce n'est pas une procédure pénale. C'est pour cette raison que les STF s'est limité à fixer les règles du jeu. Bon, et qui va décider ce qu'est un crime de responsabilité? Dites-moi, qui va décider ce qu'est un crime de responsabilité? Il n'est pas écrit, il n'écrit pas. Qu'est-ce qu'un crime de responsabilité? Si, oui. Moi, je vais. Mais attention, ce qui se passe, ce sont des définitions ouvertes. Aux États-Unis, la Constitution ne définit pas aux États-Unis. C'est les congrès qui définissent. Ici, la Constitution et la loi vont définir des types ouverts. Voilà le problème. Parce qu'on peut avoir des types fermés, une définition fermée. Les crimes dans les codes pénals sont des définitions fermées. Dans un langage juridique, on dit typicité fermée. Tout est là. D'accord? Mais pour la définition, voilà le problème. Pour la définition des crimes de responsabilité, on n'a pas une définition fermée. On dit qu'ils sont des crimes contre la loi, du jeu, etc. Mais les comportements réellement, on ne définit pas précisément. Donc, il appartient au système politique de compléter cette définition ouverte et dire réellement si c'est ou ce n'est pas. Et les juridiques, d'après
à mon avis, la plupart des juristes, va fixer les règles du jeu. D'accord? Les règles du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Bon, dans ces schémas, apparemment complexes, mais à mon avis, il est clair, toute la procédure de distribution est un sous-système dans un sous-système du système politique. Très influencé comme le système politique par les moyens de communication de masse et limité, auto-limité juridiquement à partir des règles du jeu qui sont fixées par les droits. Bon, en résumé, d'accord? À mon avis, voilà ce qui se passe. Mais si on pose la question pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation sociologique, c'est par les droits. Ici, c'est un livre qui part d'une théorie développée par un sociologue qui s'appelle Aníbal Pérez Lina, qui développe une théorie des crises présidentielles dans l'Amérique latine. Il essaie de dire quelles sont les situations, les facteurs qui, dans l'Amérique latine, mènent à la possibilité de la destitution. Mais ici, c'est déjà de la sociologie. Moi, j'applique la théorie du système. D'accord? Moi, j'essaie de regarder les choses à partir de points de vue différents. Si moi, je pense comme un sociologue, moi, je vais poser la question pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Et moi, je vais essayer de comprendre les rapports entre les systèmes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Comment est-ce que ce qui se passe dans l'économie va influencer l'opinion publique? Comment est-ce que l'opinion publique va influencer les systèmes politiques? Dans quelle situation, auparavant, au passé, les rapports entre ces systèmes amenés à une destituição, etc. Mas isso é déjà de la sociologie. Tu vois? Du point de vue juridique, le problème c'est si la procédure est juridique, pénale ou est politico-juridique. Et d'après le droit, ils pensent que c'est politico-juridique. Et voilà. C'est le point de vue du droit. Et voilà ce qui se passe ici. Mais les influences sont là. Moi, si vous voulez débattre ce qu'est une manipulation, vous pouvez débattre. Mais à mon avis, ce concept il est naïf, il n'est pas scientifique. D'accord? Parce que pour penser une manipulation, il faut d'abord mettre les individus dans le système. Pour moi, les individus sont forts. Et d'abord, la quantité d'individus est énorme pour pouvoir démontrer empiriquement qu'il y a eu la manipulation dans toutes les têtes. D'accord? Les gens ne seront pas jamais capables de faire cette démonstration scientifique et empirique. Jamais. On peut dire que dans certaines situations, il y a des magazines ou des journaux qui vont assumer une position très claire. Vous voulez un exemple? On peut penser à Veja. On parle des moyens de communication de masse. Pour moi, quel est le problème avec Veja? Ce n'est pas parce que Veja a un point de vue. Parce que le monde assume un point de vue. Les Octaves assument un point de vue. Le problème, c'est qu'il commence à faire un journalisme qui n'est pas un journalisme. Comprenez cela? Il commence à créer des événements. Comprenez cela? Créer des événements. Ici, c'est déjà aller trop loin. Tu vois? Par exemple, a Folha de São Paulo, ela assumiu uma posição. O Estado de São Paulo, il assumiu aussi une position. Mais il continue à montrer les points de vue différents. Tu vois? Tu peux avoir une position et faire attention aux autres. Et faire attention aux détails des événements. Et quand vous décrivez un événement, vous mettez dans cette description tous les points de vue, tous les détails. Vous continuez à travailler avec la complexité. Vous ne renoncez pas à la complexité, tu vois. Mais si tu commences à faire semblant que la complexité n'existe pas et que toutes les choses au monde sont d'après votre point de vue, à mon avis, c'est devenu un journalisme. On peut simplement considérer comme celui. Vous comprenez cela? La différence entre avoir une position et garder un certain niveau. Aussi. Quelquefois. Cette difficulté, mais ici c'est un problème, quelquefois, mais cela ne veut pas dire que les individus sont manipulés. Pourquoi? Parce que les données économiques sont bien claires. Le chômage n'est pas inventé par Veja.
Les gens qui sont au chômage, ils ne sont pas de construction de magazines véjables. Vous comprenez? Le problème des recettes et des dépenses publiques n'est pas un problème inventé, construit par Véjable. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont inventés, qui sont là, qui sont présents. Vous comprenez? Il a des limites de l'invention. Dans cette société, c'est pour ça que raison que les individus ne sont pas dans les sociales. Dans cette société avec des espaces de communication comme Internet, etc., c'est très difficile d'imposer certaines choses. Parce que les gens ont accès à plusieurs sources d'informations. Vous voyez cela? Ici, ce n'est pas la Corée du Nord. Ceci n'est pas la Corée du Nord. Vous voyez cela? Donc, on a beaucoup de sources d'informations. Donc, manipuler, c'est un concept trop fort. D'abord, on met les individus dans les systèmes sociaux. D'abord, on pense que les têtes sont facilement manipulables. Elles ne sont pas facilement manipulables. Essayez de manipuler vos enfants. Vos enfants, vous courez le risque de faire un échec énorme. Si vous essayez de manipuler vos enfants, vous comprenez? Moi, je parle des enfants en âge très bas. Essayez de manipuler des billions d'individus. C'est possible. Évidemment qu'à mon avis, c'est un concept trop naïf. Mais, comprenez, il faut qu'on comprenne une chose. Cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas essayer. Cela ne veut pas dire, on ne peut pas simplement dire que les gens ne vont pas essayer de manipuler. Les gens peuvent essayer de manipuler, mais ne vont jamais réussir complètement. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que la complexité ne permet pas, dans cette société, de manipuler tous les individus. Vous comprenez cela? Un système de sécurité comme le système européen ne réussit pas à éviter les attentats. Ne réussit pas. Un loup solitaire va faire un attentat et va tuer une quantité énorme de gens. Donc, voilà la question. Vous voyez cela? Donc, dans ce bateau sans pilote, aucun système ne peut contrôler le reste. Voilà la question. Ils sont irrités l'un avec l'autre, mais ils ne peuvent pas contrôler toute la société. C'est pour cette raison que cette société-là, elle passe l'impression qu'on est toujours bord d'un précipice. Pourquoi? Parce que la possibilité est toujours là. Si on n'est pas là, on doit justifier pourquoi on n'est pas là. Parce qu'il n'a pas, vous comprenez cela? Il n'a pas, c'est pas simple cette société, parce que l'intégration, elle est faible. L'intégration de cette société n'est pas trop rigide comme dans une société très moderne. Et le Brésil, il participe à tout cela. Bien sûr qu'on peut établir des caractéristiques régionales pour cela. Et non, au Brésil, il y a certains aspects qui